délégation de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI, a au cours d'une audience exprimée auprès du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, leur entière disposition à accompagner la réforme de ces secteurs et la République démocratique du Congo. Selon cette délégation, la question sur la poursuite du processus de la réforme de l'aménagement du territoire est importante. C'est dans cette optique qu'un nouvel accord est en train d'être négocié. Nous avons parlé de l'importance de la réforme de l'aménagement du territoire, de l'appui que CAFI fait à cette réforme. CAFI, c'est l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale, de la poursuite de cet appui, nous l'espérons dans les prochaines années. Parlant du décaissement de la deuxième tranche de 3 millions de dollars américains pour la poursuite de la réforme, Madame Leslie renseigne que les comités de pilotage du FONARED ainsi que CAFI se réuniront d'ici la fin du mois de septembre pour lever quelques options avant le décaissement du financement qui devrait appuyer la réforme de l'aménagement du territoire sur les sols congolais. La RDC et CAFI est en train de négocier les termes d'un nouvel accord de partenariat et nous espérons finir ces négociations dans les prochaines semaines. Notons que les processus de la réforme et de l'aménagement du territoire visent à doter les pays des outils et instruments de planification spatiale dont la politique nationale de l'aménagement du territoire, la loi, les schémas nationaux de l'aménagement du territoire et les guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire. Le Comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives en République démocratique du Congo, ITRDC, a organisé le 8 au 9 septembre 2021 un atelier de lancement d'activités de dissémination du rapport assoupli 2018-2019 et le premier semestre 2020 à Lubumbashi. Ces assises ont été lancées par le ministre d'État en charge du plan Christian Mwandon Timba. Je me réjouis de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de l'ITIE portant sur 3 points. 1. Le lancement de la dissémination du rapport assoupli ITIE RDC. 2. La formation sur le module du nouveau guide de validation. 3. L'auto-évaluation de la mise en œuvre ITIE en RDC. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de ces assises et je vous remercie. Après ces mots d'ouverture, le coordonnateur de l'ITIE, Jean-Jacques Kayembe. Après ces mots d'ouverture, le coordonnateur national de l'ITIE, Jean-Jacques Kayembe, a procédé par une présentation à l'assistance du rapport assoupli et du travail déjà fait à ce niveau. On veut exploiter une ressource. Dans notre environnement, il s'est fait qu'il y a eu des contrats qui ont été signés et on a octroyé des permis d'exploitation aux exploitants miniers. Lors de ces 2 journées, les parties prenantes ont pris connaissance des objectifs à atteindre dans le processus d'auto-évaluation, des exigences de la norme et des 13 mesures correctives à mettre en œuvre par la RDC avant la validation prévue en janvier 2022. Il faut signaler que ces assises visent à promouvoir la transparence et la bonne gestion des ressources minières, pétrolières et gazières dans le but d'assurer la croissance de la contribution du secteur des industries extractives à la formation du PIB, aux recettes budgétaires et aux recettes d'exploitation ainsi qu'assainir le climat des affaires en République démocratique du Congo. L'article 48 de la Constitution de la République démocratique du Congo, voté en 2006, tel que modifié en ces jours, stipule entre autres que les droits d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont garantis à tout Congolais. Complété par la loi numéro 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, l'État garantit à tout Congolais l'accès juste et équitable aux ressources en eau et aux espèces aquatiques. Mais pour la population de Lalou, dans le quartier Pigeon, commis d'Engalima, à l'ouest de la ville de Kinshasa, l'eau demeure une denrée rare et y avoir accès relève d'un parcours des combattants. Nous avons ici des sérieux problèmes pour nous approvisionner en eau et des difficultés qui nécessitent réellement que la Régie des eaux nous connecte dans les circuits de distribution de l'eau potable. Mais malheureusement, depuis près de 20 ans que j'habite ces quartiers Lalou,
Nous n'avons vu aucune tuyauterie de la régie des eaux. L'eau que nous consommons ici n'est que le produit de la grâce divine, des sources souterraines qui nous approvisionnent pour la boisson et les autres usages. Hors circuit de distribution officielle de l'eau potable en République démocratique du Congo, les habitants de Lalou se contentent des eaux de puits et autres voies naturelles pour s'approvisionner en eau. Ici, c'est la source Ngonda, entretenue et gérée par lui, Christ Mbala. Il en assume le monopole et distribue de l'eau de cette source moyennant une somme d'argent. J'ai pris la charge d'entretenir cette source d'eau depuis l'année 2002, après les érosions qui ont déversé des tas d'immondices et envahi les sources, privant la population de l'eau pendant près de 3 mois. Notre souci majeur ici demeure la pluie, qui vient souvent remplir la source avec des sables et privant la population de l'eau, même pendant plus de 3 jours. Ce qui est exigeant par la suite des travaux, des entretiens approfondis, ce sont des jeunes que nous récompensons avec soit 100 francs par seau, soit 100 francs par bassin. Si l'on ne peut certifier la qualité de cette eau pour la consommation, la population de Lalou n'a pas d'autre alternative pour ses besoins d'usage en eau au quotidien. Et elle est obligée de disposer de sous au quotidien pour y avoir accès. C'est comme le bien personnel. Le fait que pour avoir moyen de vivre. Pour son moyen de vivre, il privatise la source comme un bien qui lui appartient en propre en obligeant de sommes parfois exorbitantes. Lorsque vous demandez 300 francs ou 400 francs pour un bidon de 25 litres, ou alors si quelqu'un qui est dans le besoin et n'a pas cette somme, c'est la créer des forcing et source de conflits. La situation du quartier Lalou en pleine capitale, un vrai malaise social qui nécessite une attention particulière et une prompte intervention de tous les acteurs concernés pour l'amélioration des conditions de vie de cette population. L'érosion des Kimwenza dans la commune de Mongafula ne cesse de gagner du terrain dans cette partie de la capitale. Depuis 2016, cette partie de terre a commencé à se détériorer, entraînant le perte en vies humaines et en biens matériels. À certains endroits, le ravin risquerait de crouler certaines prestigieuses écoles et la première bibliothèque de l'Afrique centrale. Des conséquences naturelles, mais accélérées par les activités des habitants. Le phénomène d'érosion, en fait, c'est un processus. C'est un processus de dégradation donc, des terres. Et si nous avons le relief que nous avons, c'est parce que la terre donc, se dégrade. C'est-à-dire qu'après une pluie, les éléments du sol sont enlevés et sont transportés à travers la surface. Et ils se retrouvent souvent jusqu'au niveau des cours d'eau. Et le sol est en ce moment donc, complètement donc, dégradé. Devenue impraticable, cette route a séparé le quartier Ngantele de celui du plateau. Une situation qui devient de plus en plus inquiétante à l'approche de la saison pluvieuse. Nous avons beaucoup crié à l'autorité provinciale, à l'autorité nationale. Nous sommes abandonnés totalement. Ici, pour arriver ici, je ne sais pas comment est-ce que vous êtes arrivé. C'est comme il n'y a pas une population ici, il n'y a pas de route, il n'y a pas même comment on peut arriver ici, avec quel moyen de transport, dans cette condition pareille. Nous n'avons pas l'eau. Les courants, mais vous voyez les poteaux qui sont par terre comme ça. Donc rien, nous sommes abandonnés. À en croire ces professeurs spécialistes en conservation du sol, la colline étant un milieu très sensible, devait être inventoriée avant une quelconque construction. Ce que je peux dire, c'est que vous comprenez, l'université, il faut les protéger, même Kimwenza, il faut les protéger, parce que nous sommes dans des milieux sensibles. Nous sommes sur des collines, donc les collines sont parmi les milieux sensibles. Et ça fait longtemps que l'érosion est là, mais on n'intervient que rarement. Alors maintenant, à l'approche des précipitations, c'est-à-dire qu'il faut d'abord inventorier quels sont les sites qui sont sensibles, quels sont les sites qui sont concernés, et essayer de voir. Les techniques existent, mais ces techniques exigent effectivement qu'il y ait des moyens. Avec plus de 60 de têtes d'érosion, le risque est pour ces quartiers de se vider de sa population. Pour le plus qui s'annonce, quelques mécanismes doivent être mis en place afin de limiter la progression de cette fissure. Les plus tôt serait mieux pour combattre ces grands dangers qui guettent la population.
La population de la ville de Likasi, dans la province de Haut-Katanga, accuse l'entreprise minière chinoise CNMCC de polluer les quartiers Léo par une substance blanchâtre d'acide. Les sources locales indiquent que l'incident a débuté dans la soirée du 9 septembre dernier. Une couche d'acide s'est installée dans tous les quartiers, provoquée par le vent qui soufflait sur le bassin d'acide appartenant à la dite entreprise. Ces conditions inquiètent la population de ce coin de la province et s'expriment en ces termes. Leurs acides concentrés traînent dans nos couloirs déjà secs. Des circuits deviennent poussière. Quand les enfants jouent, ça risque de causer de graves maladies que l'on ne pourrait maîtriser. Ces substances peuvent s'introduire dans nos repas. Nous exigeons une solution. Nous avons fui le corona. Maintenant, c'est l'acide qui nous menace. Ils veulent nous tuer? Nous disons non, non, non. Ces mêmes habitants précisent que cette couche d'acide est un risque pour eux et surtout présente un danger permanent pour les enfants. Dans les maisons d'habitation et sur le meuble, ces substances sont visibles, impossibles de cuisiner. Et dans les jardins, les animaux domestiques ne sont pas épargnés de cette poudre. La société minière chinoise CNMCC, auteur de cet incident, refuse d'échanger quant à ce sujet. Que voilà, certains parents prudents ont préféré de quitter les quartiers avec leur famille où se produisent ces substances. Nous voici à Ndano, en cette période dite la saison sèche. Ces rues sont praticables et ces maisons apparemment habitables. Mais on se rappellera de ces quartiers situés le long de la Virndjili, entre la commune de Massina et Limete, pendant la saison de pluie. Ces inondations, non seulement ici, mais aussi dans plusieurs autres quartiers de la ville-province Kinshasa. Les habitants du quartier s'en souviennent et décrivent avec amertume le calvaire de la période pluvieuse qui s'annonce déjà. Dieu merci, tout ça ilanga de permettre bisognos auto tambola. Na ba wewa, na bino ba visiteurs, na biso les habitants du quartier. Des alliés ilanga de swing biso mais ceux qui to bega mbule beti, wana zali ennemi na biso giré. O ayaka sans toutefois qu'à prévenir. Ceux qui mbule beti quartier Zindi. Quartier ezindakate na mayenjili. Mais quartier zindakane na mayambula na maya ba société libanais chinois indien oyezali ndinga na kati ya quartier na biso. Curé de la paroisse Saint-Bernard et habitant du quartier depuis 4 ans, le père Rino Benzoni décrit la situation à sa manière et essaye d'expliquer les causes des inondations dans les quartiers Ndano. Dans le passé, il était un quartier très marécageux dans lequel on cultivait le riz, donc c'était même interdit de bâtir, mais à un certain moment, avec l'explosion démographique de la ville, les gens ont commencé à parceller et à habiter. Donc, c'est un quartier en pleine croissance, mais dans un milieu défavorisé, surtout quand il y a les pluies. À la base de ces inondations, il y a plusieurs causes. C'est-à-dire d'abord la pluie qui tombe abondamment. Deuxièmement, la proximité de la rivière Ndjili qui n'est pas draguée, donc le niveau s'élève et quand il y a de grandes pluies à l'origine de cette rivière, voilà que l'eau sort. Et là, il faut des interventions majeures, des interventions qui échappent à la possibilité des habitants. En prévision de la saison pluvieuse qui s'annonce déjà, la population du quartier Ndano ne sait plus à quel sens se vouer après plusieurs promesses non tenues par les autorités du pays. Le passage du président de la République en décembre 2019 a suscité un lueur d'espoir pour cette dernière qui espère encore le jour meilleur pour son environnement de ce jour au quotidien. Cette école, c'est une grande école de la contrée, privée catholique, mais menacée par les inondations sur l'avenue Mouepo. C'est un quartier qui demande toujours la force extérieure, c'est-à-dire la force étatique, pour que ce quartier soit sauvé. Et surtout avec les projets de pouvoir sécuriser la digue de la rivière Ndjili, je pense à la longue ça peut aller. Et si on arrivait aussi à trouver solution, à asphalter la route Mouepo, l'avenue Mouepo, fini, nous sommes sauvés. Vous le voyez là-bas. De son côté, le curé de la paroisse préconise quelques mesures pour prévenir tant soit peu les débordements des eaux qui envahissent la cour de la paroisse et qui perturbent le bon fonctionnement des activités de l'église et de cette école qui accueille plusieurs élèves du quartier et ses environs.
Donc il y a des choses que les habitants doivent faire eux-mêmes, comme garder une certaine propriété, une certaine logique dans la gestion. Il y a les chefs du quartier comme ça. On ne voit pas leur présence organisatrice, n'est-ce pas? Mais après, il y a d'autres niveaux supérieurs comme OVD et le niveau de l'État. Il y a aussi des interventions internationales, comme on s'appelle l'Agence française du développement, est venue dans le passé plusieurs fois. On dit qu'ils auraient aussi envisagé une intervention, mais après, eux, ils passent à travers les autorités compétentes. Donc, on ne sait pas où il y a le blocage. L'homme de l'Église lance un appel de prise de conscience à la population pour prévenir la catastrophe, mais la solution durable nécessite de grands moyens que seul l'État ou autres partenaires du développement peuvent disposer des moyens pour lutter contre les débordements des eaux de la rivière Ndjili.